l'invalidation de 20 députés d'opposition par la Cour constitutionnelle en RDC, une décision au bénéfice de la majorité parlementaire de Joseph Kabila, selon un décompte établi mardi auprès des formations politiques. Troisième jour mardi d'un mouvement de désobéissance civile au Soudan, les commerces sont restés fermés à Khartoum et les rues quasi désertes. En plus de l'épidémie de fièvre à virus Ebola qui ravage les populations de la République démocratique du Congo, le pays se voit frappé par un autre fléau, l'épidémie de rougeole. Il a été officiellement déclaré lundi. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Invalidation de 20 députés d'opposition par la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Une décision au bénéfice de la majorité parlementaire de Joseph Kabila, selon un décompte établi mardi auprès des formations politiques. Reportage. Une dizaine d'élus proches de l'opposant Moïse Katumbi, 8 élus du mouvement de libération du Congo de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba et 2 élus proches de l'ex-candidat à la présidentielle Martin Fayulu sont concernés selon ce décompte. Ces invalidations ont bénéficié à des anciens ministres et ex-gouverneurs de la coalition politique de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, qui deviennent ainsi députés. Les décisions de la Cour constitutionnelle congolaise dans le cadre des contentieux électoraux sont définitives. La Cour a examiné plus d'1 millier de recours. La réaction du chef du MLC, Jean-Pierre Bemba, qui doit revenir de Belgique à Kinshasa le 23 juin, était très attendue mardi. L'avocat et président de l'Association pour l'accès à la justice s'est dit indigné, indiquant que les responsables de la justice continuent d'obéir aux dictats de ceux qui les avaient mis en place. Ils n'obéissent ni au droit ni à la loi. Les partisans de Kabila ont conservé une majorité de plus de 300 à 350 députés sur 500 à l'Assemblée nationale, d'après les résultats de la commission électorale contestée par une partie de l'opposition. Les coalitions politiques de Kabila et Tshisekedi sont supposées s'entendre sur la constitution d'un gouvernement où les pro-Kabila auraient la majorité des postes. En plus de l'épidémie de fièvre à virus Ebola qui ravage les populations de la République démocratique du Congo, le pays se voit frappé par un autre fléau. L'épidémie de rougeole y a été officiellement déclarée lundi avec plusieurs morts déjà enregistrés. Déjà 1500 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année en République démocratique du Congo. Le ministère de la Santé a indiqué mardi que l'épidémie de rougeole y fait fureur. À en croire le ministre de la Santé, Oli Ilunga Kalanga, qui a décrété l'épidémie de rougeole, il s'observe depuis le début de l'année 2019 une recrudescence du nombre de cas suspects de rougeole, avec un total de 87 000 cas suspects jusqu'à la mi-mai, avec une létalité estimée à 1,8%. L'épidémie de rougeole qui frappe la RDC risque, selon Médecins sans frontières, d'être la plus meurtrière depuis sa forte résurgence dans le pays en 2011-2012. Le ministère de la Santé a annoncé une vaste campagne de vaccination. La rougeole n'est pas une maladie aussi bénie que certains voudraient bien le croire. Chaque année, des milliers d'enfants sont emportés par ce fléau. Pour se protéger, une seule solution, la vaccination. C'est une maladie virale très contagieuse. Une éruption cutanée précédée par une rhinite, une conjonctivite, une toux et une fièvre modérée caractérisent la maladie. La vaccination contre la rougeole sauve 1 million d'enfants dans le monde chaque année. Face à la rougeole, les adultes ne sont pas protégés s'ils n'ont pas été vaccinés ou s'ils n'ont pas déjà eu la rougeole. Les complications sévères sont plus fréquentes chez le jeune enfant de moins d'1 an et l'adulte de plus de 20 ans. Troisième jour mardi d'un mouvement de désobéissance civile au Soudan. Les commerces sont restés fermés à Khartoum et les rues quasi désertes.
Le mouvement lancé par la contestation soudanaise pour tenter de résister aux militaires au pouvoir malgré la répression meurtrière suit son cours. Les meneurs de la contestation au Soudan ont accentué la pression sur le Conseil militaire de transition en annonçant qu'ils publieraient prochainement la composition de leur propre instance dirigeante. C'est là la principale pierre d'achoppement dans leurs négociations avec les généraux. Le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, doit se rendre dans les prochains jours au Soudan pour exhorter le pouvoir militaire et les représentants de la contestation à reprendre le dialogue. Depuis la destitution du président Omar el-Béchir par l'armée le 11 avril, chaque parti refuse de céder la direction de la transition à l'autre et le bras de fer a pris une tournure sanglante depuis la violente dispersion du sit-in de Khartoum le 3 juin. Selon un communiqué de médecins proches de la contestation, 118 personnes sont mortes et plus de 500 blessées depuis cette date. Mais les autorités estiment à 61 le nombre de morts, dont 49 par des tirs à balles réelles à Khartoum. Globalement, moins de personnes que d'ordinaire étaient visibles dans les rues de la ville. Des autobus des transports publics étaient visibles dans certains secteurs, mais les principaux quartiers d'affaires de Khartoum étaient atones et la circulation réduite. Toujours au Soudan, le ministre de la Santé de Khartoum a fait visiter les hôpitaux de la capitale aux journalistes, affirmant que les services ont été affectés par les barricades érigées sur les routes par des manifestants participant à une campagne de désobéissance civile. Cette campagne a été décidée à la suite de la répression le 3 juin d'un sit-in établi depuis longtemps. Les manifestants ont appelé à la grève pour faire pression sur les généraux au pouvoir au Soudan afin qu'ils se retirent et cèdent la place à un gouvernement civil, déclarant eux aussi que les hôpitaux avaient été attaqués. On suit ici un extrait des propos du ministre. En ce moment, l'hôpital travaille dans l'urgence. De nombreux employés ont signalé les défis auxquels ils sont confrontés pour se rendre au travail parce que la plupart des routes ont été bloquées par les manifestants. Nous appelons ceux qui ont bloqué les routes à les rouvrir à tous les malades pour qu'ils puissent enfin se rendre à l'hôpital, car de nombreuses personnes ont perdu la vie parce qu'elles ne peuvent pas se rendre à l'hôpital. Nous avons besoin que les médias internationaux couvrent ce qui se passe ici, que le gouvernement nous redonne l'accès à Internet pour que nous puissions exprimer notre opinion et nous déplacer librement, parce que le climat n'est pas favorable. Nous avons besoin que le Conseil militaire écoute le peuple soudanais, un peuple qui a grand besoin d'un gouvernement civil. Nous ne voulons rien d'autre qu'un gouvernement civil. Nous voulons que le Conseil militaire ne fasse pas partie du gouvernement. Et nous avons besoin de retrouver nos vies habituelles. Nous voulons un gouvernement civil. Et pour ça, les jeunes gens doivent continuer à descendre dans la rue. Le Premier ministre malien Boubou Cissé s'est rendu ce mardi dans le village théâtre d'une tuerie de civils au bilan officiel encore provisoire d'une centaine de morts. Un décompte macabre qui sonne comme un nouvel épisode d'un cycle d'atrocités entre communautés antagonistes. L'attaque de ce village d'Ogon a débuté dans la soirée de dimanche pour s'achever vers le milieu de la nuit, selon des témoignages. Elle fait suite au massacre le 23 mars dernier à Ouagassogou de quelques 160 peuls attribués à des chasseurs d'Ogon dans cette région du centre du Mali, proche de la frontière avec le Burkina Faso, devenue la plus sanglante du pays. Selon les témoignages des villageois, les assaillants sont entrés en criant « Allah Akbar, Dieu est le plus grand ». En arabe, a déclaré le gouverneur de la région de Mopti, le général Sidi Alassane Touré. Depuis l'apparition en 2015 dans la région du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture qui ont créé leur groupe d'autodéfense. Boubou Cissé a quitté ce mardi matin Bamako en avion pour se rendre dans ce village de la zone de Bandiagara, à l'est de Mopti, siège du gouvernorat,
accompagnés des ministres de la Défense et de l'administration territoriale, ont indiqué ces services. Les assaillants sont des djihadistes dont certains sont connus. Lorsqu'ils sont arrivés, on a d'abord pensé à des voleurs de bétail. Les habitants ont alors été se cacher dans leurs cases. Les assaillants ont attaqué ces cases et ont mis le feu. Ils ont aussi brûlé vif des animaux, a expliqué le maire de Sangar. Les autorités ont attribué l'attaque à des terroristes, apparemment en référence au groupe de Koufa. Direction le Maroc, adoption à l'unanimité en début de semaine par les députés marocains d'un projet de loi organique. Le but est la généralisation de la langue berbère. Reportage. C'est un acte fort qui se concrétise 8 ans après la reconnaissance de la langue amazigh comme langue officielle aux côtés de l'arabe dans la nouvelle constitution marocaine. Le test définit l'emploi de la langue amazigh dans l'administration, les collectivités territoriales et les services publics, son enseignement dans les écoles et son usage dans la vie culturelle. La langue amazigh avait été reconnue en 2011 comme langue officielle après des décennies de lutte des militants de la cause amazigh. Mais le royaume peine encore à accorder une place de choix aux berbères, pourtant langue maternelle d'une frange importante de sa population. L'adoption du projet de la loi organique va permettre de rendre opérationnelle l'officialisation de cette langue, de la préserver et de protéger ce patrimoine culturel. Cependant, le tissu associatif amazi attendait plus. Pour lui, cette loi reste vague. Elle ne détermine pas comment l'amazigh doit être enseigné ou utilisé dans les médias. Nous revendiquons un changement de conception pour une égalité entre les deux langues officielles. Or, ce n'est pas le cas. La discrimination continue avec cette loi, a regretté l'écrivain et militant amazi Mohamed Assid. L'administration marocaine continue toutefois de refuser sporadiquement d'inscrire des prénoms berbères dans les registres d'état civil. 45 personnes, dont de hauts responsables impliqués dans l'affaire de l'homme d'affaires algérien Medine Takouk, font l'objet d'une enquête judiciaire pour notamment des faits de corruption et de blanchiment d'argent. L'annonce a été faite ce mardi par le parquet d'Alger. Un des avocats de Takouk avait indiqué lundi que ce proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika avait été placé en détention provisoire pour des affaires de corruption. Reportage. Sur les 56 personnes entendues dans le cadre de cette affaire, 45 sont visées par une enquête judiciaire, a indiqué ce mardi le parquet dans un communiqué diffusé par la télévision publique. Le juge d'instruction a décidé de placer 19 accusés en détention provisoire et 7 sous contrôle judiciaire, détaille la même source qui précise que les 19 autres restent libres. Figurent parmi les personnes poursuivies Mayedine Takout, son fils et 2 de ses frères, 38 fonctionnaires de différentes administrations publiques et services ministériels et 3 employés des entreprises de Takout, selon le parquet. Par ailleurs, 11 autres personnes ont été entendues dans le cadre de cette même affaire, dont un ancien Premier ministre, 2 anciens ministres, un ministre en poste, 5 anciens préfets et 2 préfets en poste, a indiqué la même source sans donner de nom. L'agence de presse officielle APS avait rapporté ce lundi que Takout et ses proches avaient été entendus par la justice avec notamment l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia. Au vu des fonctions qu'exerçaient ces 11 personnes au moment des faits, elles bénéficient du privilège de juridiction et leur dossier a été envoyé au procureur général près de la cour d'Alger afin qu'il décide des suites à donner. Les 45 autres personnes sont poursuivies au pénal, notamment pour blanchiment d'argent, transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite, dilapidation de deniers publics. Plusieurs puissants hommes d'affaires ont été placés en détention provisoire depuis la démission le 2 avril dernier d'Abdelaziz Bouteflika, sous la pression d'un mouvement de contestation inédit. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.